Bonjour, je m'appelle Soigny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue du côté de chez Swan, bonjour à la France métropolitaine, bonjour aux Antilles, à la Réunion, au Canada, à la Suède aussi qui s'allume sur ma carte. Pour ceux qui ont pris le train en marche, je m'appelle Soigny Kanga, je suis journaliste indépendante, consultante en communication et auteure, mais je suis surtout friande de sujets légers, faciles et confortables. Alors parlons aujourd'hui dissociation du côté de chez Swan, c'est estival, digeste, aisé, Blague à part, qu'est-ce que la dissociation? Pourquoi on choisit de se dissocier? Comment ça se passe précisément sur le plan cérébral? Et pour finir, comment on réinvestit sa corporalité après s'être dissocié toute sa vie? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui du côté de chez Swan en s'appuyant sur le travail colossal de Bessel van der Kolk, beaucoup le connaissent déjà, psychiatre américano-néerlandais. Spécialiste du syndrome de stress post-traumatique, il a fondé le Trauma Center de Boston et son livre The Body Keeps the Score, en français Le corps n'oublie rien, a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, donc c'est colossal. Si vous ne l'avez pas encore lu et que l'impact des événements sur le corps vous intéresse, il faut le lire absolument. Il parle de tout l'écosystème du trauma, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement au phénomène de dissociation, et donc pour le reste je vous invite à vous munir de ce livre et à dévorer les pages passionnantes et accessibles aux profanes dont je suis. Et parce qu'on va parler cerveau reptilien, amygdale et cortex préfrontal médian, on va d'abord définir toutes ces notions. Je rassure tous ceux qui n'aiment pas le jargon, je n'aime pas non plus. Il y aura 5 ou 6 mots barbares et ensuite on revient à notre sujet. Donc, préliminaire, petit cours de psychologie pour comprendre un petit peu le phénomène de dissociation d'un point de vue cérébral. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais notre cerveau ne s'est pas formé d'un coup, il s'est formé par étapes successives. On a le cerveau rationnel et cognitif qui est le tout dernier à avoir été branché, le plus récent dans l'histoire de notre évolution, et il occupe environ un tiers de notre crâne. C'est le cerveau qui est tourné vers le monde extérieur, qui nous aide à le comprendre, à le décrypter, à comprendre les gens aussi, et qui nous permet d'organiser notre temps et nos actions pour atteindre nos objectifs. En dessous de ce cerveau, on retrouve 2 cerveaux plus anciens qui gèrent tout le reste, le confort, la sécurité, la faim, la menace, l'épuisement, le désir, le plaisir ou encore la douleur. Notre cerveau, donc, s'est développé de bas en haut et c'est de la même manière qu'il se développe dans l'utérus. La partie la plus primitive est en marche dès la naissance, ça s'appelle le cerveau animal archaïque ou encore reptilien, et il permet aux nourrissons de respirer, pleurer, dormir, manger, sentir qu'ils ont faim. Et juste au-dessus, on a au milieu le système limbique qui ne se développe qu'après la naissance et qui est le siège des émotions ou encore le détecteur de danger. Et donc, dans ce cerveau en développement, dont on a vu qu'il avait 3 strates successives, l'archaïque, reptilien, le limbique et le rationnel, donc dans ce cerveau en développement, les circuits que vous allez activer de manière régulière vont devenir des modes par défaut. Et si vous vous sentez aimé, vous allez vous consacrer à explorer le monde, tandis que si vous vous sentez non désiré ou en danger, vous allez être accaparé par la gestion de la peur et de l'abandon. Donc ces 2 cerveaux archaïques forment ce que l'auteur appelle le cerveau émotionnel, qui est au cœur de notre système nerveux central. Il va gérer tout notre bien-être au quotidien. L'organisation de ce cerveau émotionnel est un petit peu plus simple que celle du cerveau rationnel. Il va gérer des informations de manière un petit peu plus globale, plus générale, moins précise, alors que le rationnel va être capable de choisir entre différentes options la meilleure. Le cerveau émotionnel, si vous voyez une corde enroulée, va vous faire croire hâtivement que c'est un serpent et va vous faire bondir de peur, alors que le cerveau rationnel aurait pu trier entre différentes options et se dire non, ça c'est plus une corde enroulée qu'un serpent, donc inutile de fuir. Parce que c'est le but du cerveau émotionnel, gérer les réponses de lutte ou de fuite notamment. On a aussi l'amygdale, que l'auteur compare à un détecteur de fumée. Et le cortex préfrontal médian, qui va servir de tour de guet et va vous dire « Oui, non, ça c'est juste un steak qui a cramé, c'est pas la maison qui prend feu, tout va bien, on se calme ». Donc l'amygdale qui s'active, qui vous dit qu'il y a une fumée, prépare à riposter.
Tandis que le cortex préfrontal médian va vous dire « inutile de s'alarmer, tout va bien ». Mais quand on est traumatisé, tous ces systèmes hérités de notre évolution ont tendance à dysfonctionner et peuvent vous faire vivre de véritables calvaires puisque tout va sonner en même temps. On a la tour de guet qui sera plus accessible, le cortex préfrontal médian ne va plus jouer son rôle de modérateur et donc on va être dans une angoisse permanente, une hypervigilance, un danger lancinant. Et parce qu'on est saturé de toutes ces alertes, on devient hypersensible au bruit, hypersensible à la lumière, à la foule, tout notre système interne est en saturation. Si on veut pouvoir être en équilibre, nos deux cerveaux rationnels et émotionnels doivent être en harmonie, parce que c'est cette harmonie qui va nous permettre de nous sentir nous-mêmes. En revanche, lorsque l'on bascule en mode survie à cause d'alertes en tout genre, ces deux cerveaux peuvent se déconnecter. Et le problème du mode survie, c'est qu'il va réduire la communication entre le système limbique et les lobes frontaux qui sont là pour nous dire que la menace n'est pas réellement avérée. Et donc, dans ce cas, on n'arrive plus à s'introspecter, on n'arrive plus à se calmer, on n'arrive plus à rationaliser, on vit dans la peur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est en permanence bombardé d'alertes en tout genre, quand on souffre d'un syndrome post-traumatique et que le filtre naturel cérébral qui nous permet de trier entre les événements importants et mineurs ne fonctionne plus ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on est constamment surchargé sur le plan sensoriel, qu'on ne supporte plus d'être bombardé de la sorte ? Naturellement, on va opter pour la dissociation, un moindre mal face à cet océan de détecteurs affolés. On va, autrement dit, rétrécir notre vision et finalement être hyper concentré sur une chose pour ne pas voir tout ce qui se passe autour, tout le vacarme environnant. Ça va donner quoi dans les faits ? On va boire. On va rentrer du boulot en étant exténué par une journée horrible et on va se verser un verre, on l'a tous fait, pour relâcher la pression, autrement dit pour se dissocier de ces émotions trop prégnantes. On va s'en débarrasser, on va les nier, on va les dissimuler et certains vont faire ça de manière régulière. On se détache de la conscience de ce qui se passe en nous. On se cache à nous-mêmes. On essaie de détourner notre attention de ce qui se passe dans notre corps. Bref, on se dissocie. Et Bessel prend l'exemple d'une de ses patientes, qui me fait aussi beaucoup penser à mon cas. Elle s'est sentie délaissée, terrifiée, invisible aux yeux de ses parents lorsqu'elle grandissait. Ses parents étaient alcooliques. Et son mécanisme de survie, face à cela, a été de développer une forme de prévenance, de bienveillance, d'amabilité vis-à-vis de tous ceux dont elle dépend, y compris son psy. Et donc, elle mettait de la prévenance là où il y aurait dû y avoir par le passé de la colère, une réaction, de la peur, du stress conscient. Mais qui veut se sentir dans la peur, le stress et la colère tous les jours de sa vie, puisque dans son cas, ses parents étaient alcooliques et que son quotidien était parsemé d'embûches. Si vos parents sont tout le temps dysfonctionnels, vous allez vous détacher de cette angoisse et adopter une stratégie de contournement pour vous invisibiliser et être safe, ni vu ni connu. Et cette stratégie de dissociation, qui était sûrement la meilleure stratégie pour elle au moment où elle était face à des parents alcooliques, va avoir des conséquences, a eu des conséquences dans son cas, puisqu'elle a été tellement séparée de sa réalité physique qu'elle a commencé à développer des crises d'asthme et qu'elle ne s'en apercevait même pas. Et il fallait qu'elle soit dans l'impossibilité totale de respirer, qu'elle se retrouve aux urgences pour constater que son corps n'allait pas bien et qu'elle était dissociée et qu'elle était en stress et qu'elle ne l'avait pas reconnu. Donc certes, la dissociation est une tactique de survie qui peut paraître, somme toute, préférable parfois, sauf qu'elle n'est pas censée se prolonger dans le temps. Avec l'évolution, on a différentes réactions possibles que notre cerveau est prêt à déployer. Quand on ne peut pas s'enfuir ni lutter, l'organisme va tenter de préserver son énergie en se fermant, en se verrouillant et donc en dépensant le moins possible de ressources. Cet état d'immobilisation, c'est une forme d'effondrement qu'on observe aussi chez les animaux et qui est géré par ce qu'on appelle le nerf vague. C'est le nerf qui enregistre les infos de type cœur brisé ou d'estomac noué. Donc la lutte et la fuite nous protègent et nous empêchent de nous fermer. Mais lorsqu'ils ne sont pas mobilisables, le dernier recours d'urgence, d'extrême urgence, ça va être donc ce que le cerveau reptilien va déployer, une fermeture, une incapacité à s'engager dans le présent et autrement dit un effondrement. Et cet effondrement s'observe chez un enfant par exemple lorsqu'il est coincé avec un parent, il peut ni fuir ni lutter, donc il s'effondre. Et physiquement, le cœur va ralentir, la respiration va devenir superficielle, parfois il ne ressentira même plus la douleur physique si elle lui est infligée.
L'immobilisation, c'est la base de la plupart des traumatismes, nous explique Bessel van der Kolk. On ressort traumatisé de cette expérience d'impuissance, elle casse quelque chose, elle casse un sentiment de sécurité, et donc quand on s'est senti impuissant, immobile, même une fois, et qu'on n'a rien pu faire, le cerveau se met en alerte en permanence pour ne plus jamais revivre cet état d'effondrement. J'ai une expérience similaire. Dans mon enfance, j'ai déclenché de l'asthme de manière complètement spontanée, à l'adolescence très précisément, après avoir vécu un énorme traumatisme que je n'ai pas conscientisé et dont je me suis dissociée. Ma mère a décidé de quitter la France de manière précipitée, de retourner dans son pays d'origine du jour au lendemain, et je n'ai pas eu le temps de me préparer, ça s'est passé comme ça, sans crier gare, j'ai même pas pu dire au revoir à mes amis, je n'avais pas mon mot à dire, j'avais 12 ans et demi, on vous dit tu montes dans l'avion, et tu montes dans l'avion. Et le fait de ne pas avoir pu verbaliser une colère, une riposte, une peur, de ne pas avoir pu finalement extérioriser ce qui se passait en moi, le fait de m'être dissocié de cette réalité, a provoqué dans mon corps une réaction en chaîne qui m'a rendu asthmatique et m'a fait moi aussi finir aux urgences. J'aurais dû pouvoir exprimer ma fureur, ma colère, mais je n'ai pas pu le faire parce que ma mère était instable sur le plan psychique et que donc par sécurité, il valait mieux que je ne dise rien. Mais ce silence, cette impuissance, cette immobilité m'ont traumatisé quand même, malgré ma dissociation. Ça m'a quand même coûté quelque chose. Cette dissociation avec ma colère s'est transformée en asthme subitement, en pleine adolescence, sans aucun antécédent médical. Mon enfance, de manière générale, a été marquée par ce sentiment d'impuissance et d'injustice. Et donc, j'ai développé différentes pathologies étranges, des problèmes de dos récurrents, d'ostéopathe. En ostéopathe, on essaie de comprendre la racine du mal sans jamais la trouver. Ça va être un lumbago, ça va être une hernie discale. Et finalement, ça va être des mots qui me ramènent physiquement à l'immobilité et à l'impuissance que je refuse de voir, que je refuse de conscientiser parce que je m'en dissocie. Donc tout cela finalement se produit même si on ignore les appels à l'aide de notre organisme. Les hormones du stress que sont la cortisol et l'adrénaline vont se mobiliser quand même. Et tous les symptômes que vous allez déployer lorsque vous êtes en dissociation sont finalement là pour essayer d'attirer votre attention. Et donc lorsque chaque mouvement est un supplice, lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on ne peut pas se lever, là on se dit ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Et on essaie de comprendre nos émotions. Mais à quel prix? La dissociation, c'est pas juste un symptôme du trauma, c'est l'essence même du traumatisme, nous dit Bessel. Lorsque l'on fait face à un trauma, on fait face à une chose tellement insurmontable qu'on la fragmente. On s'en détache déjà, et on détache les émotions, les sons, les images, les pensées, les sensations entre elles. Donc on se détache de notre corps et beaucoup de traumatisés ont une respiration superficielle, ils retiennent leur souffle, leur cerveau n'est plus en harmonie avec leur corps, la zone droite et la zone gauche du cerveau ne communiquent plus forcément des deux côtés entre elles et donc on est détaché de nos réactions physiologiques. Et pourquoi j'ai envie de parler de dissociation aujourd'hui, même si le terme est un petit peu intimidant et rappelle un peu l'univers psychiatrique, c'est parce que la guérison post-traumatique ne peut pas avoir lieu si l'on reste détaché de nous-mêmes, de ce qui se passe dans notre corps, avec des événements, des éléments fragmentés qui vivent comme ça une existence autonome en nous. Et ce que Bessel nous dit, c'est que pour guérir, l'un des premiers pas, ça va justement consister à percevoir, nommer, identifier ce qui se passe en nous. Et il y en a beaucoup qui disent « Oh, moi, ces trucs psychologiques, j'en ai pas besoin, je suis fort, j'ai pas besoin des psys, c'est les trucs de chochotte. » Et après, ils rentrent chez eux, ils ouvrent leur placard et ils ingèrent 1000 calories d'un coup. Ou alors ils se servent un verre et s'anesthésient sur Netflix. Sauf que ça, c'est pas de la force, c'est de la dissociation. Et la preuve qu'ils sont affectés quand même, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer de ces quantités de nourriture, de cette cigarette, de cet alcool. Ils ne peuvent pas s'en passer parce que les hormones de stress sont déjà présentes dans leur sang et continuent de circuler, déni ou pas, dissociation ou pas. On ne peut pas tromper son corps. The body keeps the score. Des fois, on est tellement dissocié que l'on ne voit même plus le lien entre nos réactions et les émotions qui sont générées en nous. On va perdre la tête pour un truc complètement mineur sans savoir d'où vient cette rage, cette colère. Et je ne sais pas ce que ça donne pour vous, mais moi, tout ce qui est sentiment d'impuissance ou d'injustice, même avec un mec du service client, d'un opérateur au téléphone, ça va me faire partir dans une colère monstre. Je vais partir de 0 à 1000 sans comprendre pourquoi mon cerveau a surréagi de cette manière à ce moment-là. Et pourtant, lorsqu'on analyse, dans mon parcours, il y a des moments de ma vie où j'aurais pu me mettre en colère, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'exprimer par sécurité, donc dissociation de ma colère.
Sauf que cette colère n'a pas été absorbée par un trou noir dans l'univers, elle est toujours dans mon corps et elle va ressortir par à coup dans des moments qui n'ont absolument rien à voir et elle va sembler démesurée par rapport finalement à la situation en face de moi. Donc le déni nous rattrape. Et le sentiment d'injustice est un déclencheur chez moi. La situation d'injustice va me donner l'impression de finalement revivre mon trauma, va foutre le feu à tout mon système et va libérer cette colère refoulée. Lorsqu'on est sous stress, l'amygdale ne distingue plus le présent et le passé. Et vous allez appliquer à l'opérateur téléphonique la même rage que vous auriez appliquée à votre mère si vous aviez pu lui dire ce que vous pensiez réellement. Donc des fois pour survivre, on doit mettre des zones de notre cerveau hors jeu. Et pour guérir, il faut reconnecter les structures cérébrales qui ont été court-circuitées pour nous aider à survivre à un danger. C'est à ça que sert la thérapie notamment. À ne pas exploser sur un opérateur téléphonique, mais plutôt à apprendre à honorer au quotidien sa colère, parce qu'elle est juste, et à se reconnecter finalement avec ce qui se passe réellement en nous. Donc la dissociation ne doit pas être prolongée dans le temps parce qu'elle réduit l'activité de presque toutes les zones du cerveau et elle entrave donc ainsi la pensée, l'attention, l'orientation. Ils ont un autre terme médical pour la dissociation, c'est la dépersonnalisation. Certains patients ont le regard vide, des réactions d'immobilisation. Et ils observent chez eux finalement une coupure avec des émotions auxquelles ils essayent d'échapper. La peur par exemple, ils ne veulent plus ressentir la peur qui les a terrorisés enfants. Et comme on l'a dit, cette dépersonnalisation est souvent utilisée pour faire face à la dureté d'un parent. Par exemple, lorsqu'on vous hurle dessus, vous êtes un enfant, on vous gueule dessus, qu'est-ce que vous faites ? Vous disparaissez dans votre tête. Et le défi ensuite, c'est de revenir à soi, de redevenir présent à son corps, de réinvestir le réel et d'accepter d'être éveillé réellement à nos émotions. Sortir de ce somnambulisme est incontournable pour reprendre possession de sa vie. Et Bessel nous dit que finalement, l'engourdissement, c'est le revers de la médaille. Cette absence à soi-même. Même si ça nous a aidés à survivre, ensuite il faut se reconnecter à son corps et à ses émotions. Dans mon cas, j'étais tellement dissociée, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, que j'ai jamais vraiment été capable de mettre des mots sur mes émotions. Je peux rentrer dans une pièce et vous dire exactement qui ressent quoi, mais lorsqu'il est question de moi, je suis stoïque en toutes circonstances. Parce que je ne sais pas discerner ce qui se passe dans mon corps à cause de décennies de dissociation. Et au début de ma thérapie, quand ma psy me demandait comment j'allais, j'étais complètement paumée. J'en savais rien. Mon masque de force était opérant 24 heures sur 24, mais quant à savoir ce qui se passait réellement en moi, en dessous de la force, aucune idée. Et je répondais un petit peu gênée et un petit peu honteuse de pas trop savoir, j'en sais rien en fait. Pourtant la question était bateau, mais je n'avais pas accès finalement à l'état de mon corps, à mes états intérieurs. Et donc cette dissociation coupe le contact avec ces états et nous empêche de prendre soin de nos besoins puisqu'on ne les connaît pas. Ignorer ou déformer les messages de son corps a un prix, puisqu'on ne détecte pas les choses dangereuses ou alors on juge nocif, ce qui est complètement inoffensif. Donc si on n'a pas de relation agréable avec son corps et qu'on ne sait pas créer cet équilibre nous-mêmes de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller cogner à la porte des autres. Et on va aller leur demander de nous rassurer en permanence, on va se soumettre à leurs désirs pour qu'ils nous offrent leur validation. Et cette validation extérieure va être un moyen de réguler finalement ce qui se passe en nous, puisqu'on est détaché de nos réactions, de nos émotions et qu'on ne sait pas comment on va. Beaucoup des patients de Bessel-van der Kolk sont stressés mais ne remarquent pas le stress. Ils ont plutôt des migraines récurrentes ou alors des crises d'asthme. Mais ils ne savent pas que cela, c'est du stress qui s'exprime. Et le docteur nous dit que les symptômes somatiques qui n'ont pas de cause physique évidente sont omniprésents chez les traumatisés, adultes comme enfants. Les migraines, les douleurs au dos, les douleurs au cervical, les problèmes digestifs, tout cela vient de ces émotions qui ne sont pas extériorisées. Et chez les enfants, le taux d'asthme est 50 fois plus élevé chez les enfants traumatisés que chez les autres. L'auteur nous dit que chez les personnes traumatisées et dissociées, le langage des émotions disparaît et est remplacé par le langage des actions. Et il donne un exemple que je vais partager avec vous et je vais voir si vous allez tomber dans le panneau comme moi je l'ai fait tout de suite. Vous êtes prêts ? Il demande à ses patients ce qu'ils ressentiraient à la vue d'un camion qui foncerait sur eux à toute allure. Et moi, quand j'ai lu ça, j'avais même pas fini de lire le dernier mot que mon cerveau s'est dit « fuir tout de suite ». Vous voyez ? Je suis passé en mode action, alors que la question était « quelles sont vos émotions dans ces moments-là ?» Mon cerveau
tout de suite, a quitté le domaine de l'émotion, qu'il ne gère plus depuis longtemps, et s'est mis en action pour penser à fuir. J'aurais pu répondre, je me serais senti tétanisé et pétrifié, et ça aurait été une réponse appropriée. Donc, au lieu de se sentir en colère ou triste, on développe des symptômes qui n'ont rien à voir avec la situation, d'où le titre de son livre. Le corps n'oublie rien, il comptabilise tout, on n'échappe pas à la réalité physique en se dissociant, elle s'infiltre autrement. 3/4 des anorexiques et la moitié des boulimiques sont déboussolés face à leurs propres émotions et ont du mal à les décrire. Ce qui pourrait donc laisser paraître que la boulimie et l'anorexie sont des conséquences de la dissociation. Et pour ma part, je détestais quand ma psy me demandait comment vous vous sentez. J'avais l'impression qu'on perdait du temps à s'arrêter sur des émotions et qu'il fallait plutôt chercher des solutions concrètes pour guérir mon trauma, en passant par l'action, et donc pas par les émotions. Et à la limite, on pourrait se dire, tant mieux, on arrive à se dissocier, ça nous permet de survivre. Sauf que dans la foulée, on ne sait plus ressentir la joie, on ne sait plus ressentir le plaisir, et on est détaché, dissocié tout le temps. Tout est coupé. Et j'écoutais le témoignage d'une influenceuse devenue millionnaire, qui avait beaucoup de traumas, qui enchaînait des dépressions et des pensées suicidaires, et qui pensait qu'avec ces millions, pouf, ce serait la solution magique, je ne ressens plus la tristesse, je ne ressens plus la peur du lendemain, j'ai de l'argent, je suis heureuse. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Comme elle était dissociée depuis l'enfance, lorsqu'elle est devenue millionnaire, qu'elle a pu tout s'acheter et faire le tour du monde, au lieu de ressentir les sentiments appropriés dans ces moments-là, la joie, l'extase, elle était coupée de ça aussi. Et donc ça l'a rendue encore plus dépressive et encore plus suicidaire, parce qu'elle s'est dit, si même les millions n'arrivent pas à me faire ressentir de la joie, quelle raison de continuer à se battre ? Ensuite, elle a cherché un accompagnement approprié, donc elle est suivie. Je pense qu'elle a également un traitement médicamenteux. Mais c'est pour vous dire que la dissociation est tellement nocive que même lorsque finalement vous réunissez toutes les conditions humaines pour être heureux, le bonheur, il ne monte plus à l'étage parce qu'il a déjà été coupé plus bas. La dissociation, parfois, c'est pas aussi grave que ça peut être juste fuir le regard d'un inconnu, avoir du mal à fixer quelqu'un dans les yeux parce qu'on se sent un petit peu honteux avec soi-même et qu'on ne veut pas que cette émotion se ressente en nous ou chez les autres. Donc plutôt que de la ressentir, on va tourner le regard, avoir le regard dans le vague, fixer un objectif plus loin mais pas les yeux de la personne parce qu'on ne veut pas ressentir cette émotion de gêne et de honte. Et d'ailleurs, cette sensation de honte varie et fluctue en fonction des personnes à qui on s'adresse. Lorsque vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un, vous la fixez dans le regard parce que la honte n'est pas activée. Et puis lorsque vous êtes en insécurité avec une autre personne, tout remonte. Donc ce manque de contact avec notre corps pose des problèmes. On ne sait pas comment on se sent, on ne connaît pas son état organique. On ne peut pas non plus se protéger face à de nouvelles agressions puisque l'on est déconnecté de notre ressenti. Et certains vont parfois préférer aller de médecin en médecin pour guérir des maux inguérissables plutôt que de donner le champ libre à ce qu'ils ressentent réellement. Et donc l'idée dorénavant, c'est de faire marche arrière pour apprivoiser ces sensations physiques. Mais comment ? L'auteur nous propose de commencer modestement, par des émotions sous-jacentes. Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que je ressens une tension musculaire ? Est-ce que je respire bien ? Comment est ma respiration ? Et puis, quels sont mes gestes ? Est-ce qu'ils sont rapides, saccadés, lents ? Est-ce que j'ai des tiraillements dans l'estomac, la poitrine serrée quand je parle d'événements négatifs ? La réponse à toutes ces questions peut vous permettre de mieux vous appréhender au fil du temps. Et l'idée, c'est d'associer des sensations physiques à des événements psychologiques afin de renouer de manière progressive avec nous-mêmes. Fuir et lutter sont des héritages de l'évolution humaine, mais ces états ne sont pas censés se répéter, sont censés être brefs, ne pas être quotidiens, et donc on doit ensuite retourner vers le lien social, se regrouper, se reproduire, aller vers les autres, ce qui est l'opposé de la fuite et de l'évitement. Il ne faut pas demeurer dans ces états toute sa vie. Et l'auteur le dit mieux que moi, puisqu'il dit si un organisme est bloqué en mode survie, son énergie se concentre essentiellement sur la lutte contre des ennemis invisibles. Et il ne laisse aucune place pour l'alimentation, l'amour et l'autoprotection. Donc oui, au départ, la dissociation a pour but de nous aider à supporter la douleur en modifiant ce qu'il appelle notre paysage sensoriel. On se désensibilise, mais on ne peut pas tromper le corps, comme on l'a dit, et on ne peut pas inverser le processus hormonal qui consiste à libérer de l'adrénaline et de la cortisol dans le sang à chaque alarme. Donc parmi les moyens d'en sortir, il cite des moyens que tout le monde connaît déjà, mais il explique pourquoi, la méditation de pleine conscience et le yoga notamment.
Mais finalement, la méditation de pleine conscience, c'est, selon lui, la capacité à pouvoir flotter calmement, objectivement, au-dessus de nos émotions, au-dessus de nos sensations et de nos pensées. Notamment parce que le trauma nous fait revenir à nous-mêmes avec un cerveau, un système nerveux altéré. C'est une altération cérébrale, le traumatisme. Donc on réapprend à s'observer avec une espèce d'objectivité du dessus. Le yoga, la respiration, mais le soutien social aussi, parce qu'il insiste lourdement sur le toucher. Être touché quotidiennement apaise le système nerveux. La présence des autres, mais pas juste la présence, également le sentiment d'être vu et entendu par eux. Cela nous donne un sentiment de sécurité viscérale. Et donc, pouvoir se sentir en sécurité avec les autres, c'est pas juste superfétatoire, accessoire, c'est le plus essentiel pour notre santé mentale. Et vous voyez que finalement, notre physiologie, notre corps va à l'encontre des modes de l'hyperdépendance. Moi, je suis une femme indépendante, j'ai besoin de personne, je paye mon loyer, j'ai pas besoin des hommes, des femmes. Physiologiquement, c'est faux. Donc on a un besoin crucial de ces liens rassurants pour être épanoui. Et d'ailleurs, il le dit, l'essentiel de notre énergie est consacré à nos relations avec les autres. Même lorsqu'on est tout seul. On allume l'ordi, on va sur YouTube, on regarde un match de foot, on lit un livre. L'interaction continue même entre quatre murs. Le yoga, la thérapie, la méditation vont nous aider à réguler notre excitation cérébrale qui est manifeste, par exemple, quand on pique une crise, quand on est surexcité, désorganisé. Ça va nous permettre de nous calmer. Et donc, on doit rentrer en contact avec ce corps dissocié. La dissociation n'est pas fatale, on s'en remet, on réapprend à réinvestir sa corporalité. Il y a des chercheurs qui ont observé des Américains dans un scanner et ils ont fait deux groupes. Un groupe de personnes non traumatisées et un groupe de personnes traumatisées. Et ils ont dit aux personnes non traumatisées, sous le scanner, essayez de penser à rien, de ne pas fixer votre attention sur quelque chose en particulier, vous voguez comme ça. Et les personnes sans stress post-traumatique ont ramené mécaniquement l'attention sur elles-mêmes. C'est comme un état par défaut qui a créé un sentiment de soi, et s'ils ne pensaient à rien en particulier, ils ramenaient l'attention sur leur corps, sur eux. Chez le traumatisé, comme vous vous en doutez, c'était différent. Le scanner ne montrait aucune activation des aires cérébrales qui sont liées au sentiment de soi. Quand ils ne pensent à rien en particulier, ils ne pensent pas à eux, ils ne reviennent pas dans leur corps. Aucune illumination du cortex préfrontal médian, la seule zone activée était celle qui permet de s'orienter simplement dans l'espace. Donc le stress, ce stress post-traumatique, ce trauma, empêche d'évaluer les informations qui viennent de l'intérieur de notre corps. Le traumatisme nous pousse à nous déconnecter des zones de notre cerveau qui vont transmettre ces informations et ces sensations viscérales. Pourquoi ? Parce qu'on les associe à cause du trauma à la peur et à l'effroi. Tout en bloc. C'est pourtant ces zones du cerveau qui sont responsables de la conscience de soi. C'est donc une adaptation tragique, nous dit-il, parce que en cherchant à bloquer les sensations de terreur et de peur, on endort la capacité à se sentir tout simplement vivant et soi-même. Donc on masque notre corps, on masque nos états intérieurs, sauf que la conscience de soi repose précisément sur ces sensations physiques. Ce sont des sensations qui offrent une expérience directe du corps, de notre état actuel, de notre vérité organique. Et donc, ce sont ces émotions qui vont définir nos relations aux autres et à nous-mêmes. Et vous comprenez que vivre dissocié est purement contre-productif et tragique à l'âge adulte. C'est comme mourir de multiples morts. Pour contrôler sa vie, on a besoin, nous dit Bessel, de la conscience subtile des états de notre corps. Et pour cela, notre tour de guet, ce cortex préfrontal médian, dont on a parlé, doit apprendre à observer ce qui se passe en nous, mais par la pleine conscience. Elle va renforcer cette structure et elle est donc essentielle à la guérison. Comment on aide nos lobes à rejouer leur rôle de recul en disant « oui, non, mais ça c'est pas grave, tu peux te calmer » et puis en disant à l'amygdale « ça va aller, pas la peine de crier au feu » en méditant.
Avoir survécu, c'est formidable en termes de ressources, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite repartir vers le vivant, revivre, être connecté à soi, aux autres. Et donc pour ne plus se sentir en danger dans son corps, inutile désormais d'ignorer les alertes et de se cacher à soi-même, ce livre nous invite plutôt à comprendre que le sentiment de soi est ancré dans un lien vital avec son corps. Et on ne se connaît vraiment, finalement, dit-il, que lorsqu'on peut déchiffrer ses sensations physiques. Et ça peut paraître surprenant, on pourrait dire, bah non, je me connais, je sais que je suis ingénieur en informatique, je gagne tel nombre de cas par an, j'habite tel quartier et je me connais. Et lui vous répondrait, mais en fait, si vous ne savez pas pourquoi vous avez l'estomac noué au moment où cela se produit, comment pouvez-vous dire que vous vous connaissez ? Vous êtes dans la fuite à l'intérieur de vous-même. Donc l'engourdissement pour se dissocier en compensant peut paraître salutaire, mais il nous fait perdre conscience de nos états intérieurs, du sentiment d'être soi, du sentiment d'être vivant. Et ne pas savoir comment on se sent est une résultante de cet engourdissement, qui nous déconnecte de nos besoins normaux et des moyens d'y répondre. Et donc dans ce cas-là, on ne sait plus faire la différence entre anxiété et appétit, et on mange tout le temps ou jamais. Et pour guérir, pour sortir de cet enfermement, Bessel nous dit qu'on peut procéder de haut en bas ou de bas en haut. De haut en bas, c'est-à-dire que la tour de Guêtres et le cortex préfrontal médian va se reconnecter aux sensations du corps avec de la méditation de pleine conscience et du yoga. Et de bas en haut, on va recalibrer le système nerveux, ça passe par le toucher. Le toucher calme une crise, apaise des larmes qui coulent. Le mouvement, la danse par exemple, la respiration. On en a énormément parlé ici. Le yoga est un outil plébiscité par le psychiatre pour refaire ce lien vers soi. On prête attention à notre respiration pendant le yoga, on prête attention à nos sensations et à ce qui se passe dans l'instant. 20 semaines de yoga augmenterait l'activité des aires qui sont chargés de la conscience de soi élémentaire. Donc on comprend pourquoi il plébiscite autant cette pratique. Pour s'auto-réguler, on doit créer une relation amicale avec son corps et cela peut passer donc par la pratique du yoga. L'idée, c'est désormais d'apprivoiser ces sensations physiques. Et cette pratique peut également améliorer le rapport à l'asthme, à l'hypertension artérielle, à la sécrétion d'hormones du stress ou encore aux douleurs lombaires. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas y céder. Et pour finir cet épisode, après il ne parle pas que du yoga, on aurait pu parler aussi de l'EMDR, et là je vous renvoie vers le livre qui a plein de ressources. Mais pour finir cet épisode, je ne peux que vous encourager, que nous encourager à ne plus tenter d'ignorer ce qui se passe en nous pour faire semblant que tout va bien, et de finalement adopter une forme de curiosité à la place de l'appréhension. Une forme de réunification de soi, d'intégration. Si tout cela active des choses en vous et que vous le pouvez, je vous encourage vivement à consulter un spécialiste qui saura vous guider au quotidien dans ces voies complexes. Et naturellement, pour aller plus loin, parce que je n'ai touché que 10% finalement du contenu du livre, je vous oriente vers Le corps n'oublie rien de l'américano-néerlandais Bessel van der Kolk, comme ça s'entend, et aux éditions Poche. Donc c'était pas un épisode évident, je pense qu'il est peut-être un petit peu même activant, mais cette activation est peut-être un premier pas vers soi-même, en dehors des schémas de dissociation. Quant à moi, je réponds à toutes vos questions sur Instagram sur mon compte Soigny Kanga et je vous laisse réfléchir à toutes ces questions soulevées par l'auteur en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette exploration intérieure ô combien cruciale, bien que complexe, du côté de chez Swan. Au revoir.